Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la quatrième audition du Vrai Ségur de la Santé, de la deuxième semaine du Vrai Ségur de la Santé qui a débuté le 14 février aujourd'hui et qui se déroule jusqu'à fin mars. Aujourd'hui, session exceptionnelle, 2 invités de marque, 2 experts, 2 amis, 2 guides, on en parlait avant de démarrer. C'est des gens qui sont dépositaires d'un vrai historique dans la défense du système de santé. Jérôme Marty, que vous connaissez bien, qui est médecin généraliste et président du syndicat l'UFML, et Jean-François Sibien, qui est médecin. Ah oui, ça me découpe le visage quand même, ça me découpe un peu. Jean-François Sibien, ça fait bizarre. Jean-François Sibien, qui est médecin urgentiste, président de l'intersyndicale APH. Merci, messieurs, d'être là. Quand on a affaire à des gens comme vous, il ne serait pas très classe de vous orienter vers un sujet bien précis. Donc, sciemment, on ne vous a pas relancé pour vous dire on va essayer de parler de ça. Il est certain qu'il me semble que Jérôme aura envie de nous parler de la médecine générale et de la médecine libérale et des enjeux qu'il faut tenir pour assurer l'avenir de cette discipline-là. Jean-François, tu as plus un profil de médecin urgentiste, probablement très au fait de l'organisation des soins, des conditions des soignants, du lien peut-être hôpital-ville, puisque je crois que tous les trois, on sera d'accord, pour que l'hôpital aille bien, il faut que la ville aille bien. La ville est probablement le poumon de l'hôpital. C'est après cette petite introduction où j'en profite encore pour vous remercier de venir nous aider dans notre démarche qui se veut constructive et force de proposition, qui est complètement apolitique, en accord avec les syndicats et à côté de vous. Merci d'être là parce que vous donnez forcément une dimension supplémentaire à notre événement, le Vrai Ségur de la Santé. Je vous passe la parole. J'allais dire honneur au plus jeune. Je suis incapable de savoir qui est le plus jeune. Alors, allez, on va commencer par Jean-François peut-être. Jean-François, je te laisse te présenter et puis nous dire de quoi tu as l'intention de nous parler ce midi. Et puis après, on passera la parole à Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme de te joindre à moi pour qu'on puisse échanger. Arnaud, encore merci pour ce que tu fais. Merci au collectif Santé en danger pour la mobilisation que vous êtes en train de mettre en ordre, en sachant que du côté hospitalier, on a également la minute du silence tous les vendredis et on remercie nos collègues de Strasbourg d'avoir initié la démarche et on espère que cette démarche aussi pourra s'agréger. Et je sais aussi que nos collègues libéraux sont en train de réfléchir et surtout d'organiser des mouvements de grogne. Tu as dit une chose avant que je passe la parole à Jérôme. La ville est le poumon de l'hôpital. Moi, je suis désolé, nous avons dans le corps humain 2 poumons. Il y a la ville, l'hôpital, la ville. N'oublions pas aussi qu'on a d'autres poumons, le médico-social en particulier. Et on a un autre poumon aussi qui est complètement, de mon point de vue, en déliquescence aujourd'hui en termes de financement comme les autres, c'est le poumon de la recherche et surtout de l'université, puisque c'est à l'université aujourd'hui qu'on forme nos futurs soignants et nos étudiants en santé de demain. Merci Jean-François pour cette intro et merci tout de suite pour cette perspective que tu as élargie avec beaucoup de délicatesse et qui est indispensable. Effectivement, on ne parle pas énormément de recherche, on parle de formation. Le médico-social, on essaye toujours d'y faire allusion. On est engagé dans un mouvement très fort sur le handicap. Et pour te rassurer, mais je crois que tu le sais, nous défendons comme nous pouvons le plus possible les minutes de silence qui sont en train de se généraliser sur le terrain et dans tous les hôpitaux de France. Et on est en contact avec Sébastien Arsquat, qui est un des médecins urgentistes de Strasbourg, qui a lancé cela. Et ce sera peut-être cela, en fait, tu vois, le lien entre toutes les instances de défense. Jérôme Marty, merci beaucoup d'être là, de prendre sur ton agenda largement rempli. Je te laisse te présenter et nous dire ce que tu as envie de nous dire, Jérôme. Et puis, on lance les débats. Moi, après, je trouve que c'est bien d'interagir régulièrement plutôt que de faire des longs monologues. Ce qui serait vraiment génial, Jérôme et Jean-François, c'est qu'on arrive, on essaye de demander ça. Les 5-10 dernières minutes, c'est qu'on arrive à faire des propositions pragmatiques à but opérationnel. Tu te souviens, Jérôme, quand on avait été reçu par le cabinet du ministère de la Santé, j'avais dit, est-ce que cette décision-là aura un impact opérationnel? Voilà, Jérôme, je te laisse te présenter, mais on te connaît bien déjà.
Ouais, non, mais je suis médecin généraliste, directeur d'un établissement de soins de suite à Fronton, entre Toulouse et Montauban, et président de l'Union française pour la médecine libre syndicat, qui est le deuxième syndicat pour les catégories L français de médecins libéraux et qui est le petit dernier des 6 syndicats, puisqu'on est apparu il y a 3 ans et demi. Euh, Jean-François et Arnaud, vous le savez, la problématique, elle est globale. On a un effondrement qui est un effondrement global du système sanitaire, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse de la médecine libérale ou des établissements de soins hospitaliers privés, qu'il s'agisse du médico-social ou de la recherche. Tout va à volo et tout signe un abandon, en quelque sorte, du législateur autant que du Parlement et des ministres et des gouvernements en responsabilité depuis quasi 30 ans. Depuis quasi 30 ans, parce qu'on a considéré la santé que sous l'angle de son coût pour la nation et absolument pas sous l'angle de ce qu'elle peut rapporter en termes de richesse économique, sociale, politique, etc., au pays. Et ça, c'est la funeste erreur de tous ceux qui nous ont dirigés depuis des années et des années. Et le corollaire de cette erreur, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec une situation pour les Français qui est éminemment catastrophique. Éminemment catastrophique parce qu'elle induit des pertes de chance qui font qu'on est amené à rencontrer aujourd'hui des pathologies qu'on ne rencontrait plus depuis 20 ou 30 ans. Perte de chance parce que, et la crise Covid en a été le révélateur et l'accélérateur, les Français ont de plus en plus de difficultés à trouver un médecin et à se faire soigner dans un délai compatible avec la qualité des soins. Quand ils arrivent à se faire soigner, ils ont des problématiques au niveau de la structure hospitalière, pareil, pour être pris en charge, que ce soit aux urgences, dans les services de soins, etc., puisque les services de soins sont en difficulté, en sous-effectif chronique, aujourd'hui installés et en mode dégradé, potentialisé par la Covid, qui fait qu'on ne peut pas faire sortir les gens dans des délais raisonnables, parce que ça bouche autant en soins de suite qu'en médico-social, et donc dans les services de soins continus, et donc aux urgences, etc., etc. Donc on est dans une situation qui est éminemment catastrophique, et il n'y a, on doit le constater, malheureusement, aucun candidat à la présidence de la République qui n'a pris réellement la dimension de la crise, la dimension de l'urgence, la dimension de la crise et ce qu'elle fait rencontrer et ce qu'elle fait payer en quelque sorte aux Français. C'est en ce sens qu'on a initié un mouvement de grève, d'abord grève de la PDSA, permanence des soins ambulatoires, d'abord les week-ends, puis ensuite les jours de semaine. Grève qui a été à la japonaise parce qu'on était au moment de la Covid et qu'on avait dit qu'on est des gens responsables et que donc on appelait nos adhérents à faire grève mais à respecter les réquisitions, mais tout en annonçant qu'on durcirait le mouvement dès la crise Covid terminée. Nous arrivons maintenant à une pause en quelque sorte de la crise Covid, puisque nul ne sait si on n'aura pas une nouvelle vague. Et donc on a annoncé une grève, un arrêt d'activité total le 10 mars, c'est-à-dire à un mois du premier tour de la présidentielle. Ce mouvement d'arrêt est en quelque sorte un coup de semonce qui annonce un mouvement beaucoup plus important d'arrêt total global le jour du premier tour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on va mettre en responsabilité les deux candidats, les candidats, de régler la problématique avant qu'on s'arrête, puisque on a la prétention de penser que peut-être pas le 10 mars, mais en tout cas au premier tour de la présidentielle, on aura entraîné quantité de médecins dans ce mouvement. Et donc, ça ne sera pas sans poser problème, puisque là, celui-ci sera avec des obéissances aux réquisitions. Alors, c'est terrible quand tu es médecin de faire ça, c'est terrible d'annoncer ça, mais on n'a pas d'autre solution, parce que si on laisse faire, à ce moment-là, le système va continuer à se casser la gueule, et en se cassant la gueule, il induira des risques beaucoup plus importants qu'un mouvement de grève pour tous les Français. Ok. Jérôme, juste, je voudrais te poser une question. Quelle décision prise te ferait arrêter ton mouvement de grève? Voilà. Tu vois, proposition concrète. Je suis le président de la République, Jérôme. C'est pas une décision, c'est plusieurs décisions. Ok. Est-ce que tu peux nous en donner deux, trois? D'abord, il y a une chose très symbolique, c'est-à-dire que la part de présence ou d'importance de la santé dans les programmes présidentiels doit être à l'aune de ce que l'on rencontre. Or, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc, il doit y avoir véritablement une prise de conscience. Dans les positions, il y a évidemment le règlement de la problématique hospitalière et de la problématique de ville, et ça passe par beaucoup plus d'argent, beaucoup plus
une enveloppe beaucoup plus importante allouée à la santé que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne te parle pas du Ségur, où il y a eu 8 plus 8 milliards, plus 14 milliards sur 5 ans, plus 10 milliards de dettes, comment on dit, de dettes hospitalières qui ont été reprises par l'État. Et pour la médecine libérale, à titre d'exemple, ça a été 700 millions. 700 millions avec l'avenant neuf dont le ministre Véran a dit qu'il correspondait à notre Ségur. Donc, il n'y a rien eu de fait. Donc là, on doit ouvrir les vannes très, très largement, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte doit aller sur la santé pour les 20 ans ou 30 ans à venir. Parce que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Ensuite, il y a deux autres points qui me paraissent extrêmement importants. La problématique de la gouvernance. On voit bien que tant au niveau de l'hôpital, et quand je dis hôpital, entendre hôpital privé et public, et entendre structure médico-sociale, c'est-à-dire tout ce qui est avec des murs, avec des équipes à l'intérieur, que pour la médecine de ville, on voit bien que cette gouvernance est toujours verticale et uniquement administrative, alors qu'il faut instiller à l'intérieur une gouvernance horizontale avec une égalité de droits et de responsabilités, avec un droit d'opposition pour chacune des parties, c'est-à-dire que la gouvernance doit se faire avec les représentants des soignants élus de la profession et les représentants des patients également élus aux côtés de l'administration, chacun avec un droit d'opposition. C'est-à-dire que le système ne peut avancer que si les trois parties sont d'accord. Ça nous paraît extrêmement important. Et dernier point, je reviens sur les histoires tarifaires. Il faut impérativement sortir l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM. Ce qui nous tue depuis des années, c'est qu'on a intégré depuis 1996 à l'intérieur de l'ONDAM les tarifs et les rémunérations des soignants en général. Et donc, chaque fois qu'on vote le PLFSS, dans une dynamique en déficit depuis 30 ans, en déficit chronique, chaque fois, on nous fait le coup de nous dire, écoutez, on sait que vos rémunérations sont notoirement sous-élevées, en tout cas sans rapport avec vos rôles et vos responsabilités, mais vous comprenez bien que si on vous augmente, on va dépasser l'ONDAM, et donc on ne peut pas circuler monsieur dame, il n'y a rien à voir. Ça, il ne faut plus que ce soit le cas. Il faut qu'on arrête de lier les rémunérations des soignants, qu'il s'agisse d'aides-soignantes, d'infirmières, de médecins, d'orthophonistes, que sais-je, à l'état économique de l'assurance maladie ou à l'état économique du pays, parce que sinon, on aura un gap qui ne cessera de s'agrandir entre le rôle, la responsabilité, le besoin de soins et les rémunérations des soignants. Ok, merci Jérôme. Écoute, si je traduis un peu tes propos, j'ai entendu arrêter de tout conditionner à l'ONDAM. Voilà, c'est en fait essayer d'aborder l'idée de la fin d'une vision d'économie marchande appliquée à la santé qui n'a que des effets pervers et qui dégoûte ces professionnels. Il est certain que de toute façon, on ne peut pas poursuivre dans ce chemin-là sans avoir un autre projet économique. Jean-François, merci d'être là. Je vais te poser quelques questions. Et puis après, est-ce que je peux répondre à Jérôme? Est-ce que je peux répondre à Jérôme? Je te place, mais attends, mais je te donne la parole. Je te donne la parole. Non, mais je sais, mais tu me poseras la question après parce que je vais oublier ce que je veux dire. Par rapport à ce qu'a dit Jérôme, ce qui est essentiel, et ce qu'on constate tous, on est des gens pragmatiques et on est surtout des gens de terrain. Nous, on ne travaille pas dans un bureau, on ne travaille pas sur des modèles. On travaille sur la réalité de terrain. Donc, l'effondrement du système de santé, il est aujourd'hui évident pour tout le monde, qu'on soit soignant, qu'on soit usager ou soigné, qu'on soit politique. À partir de là, les politiques viennent nous accuser à nous de creuser la dette. Moi, je ne creuse pas la dette. Aujourd'hui, un bon soin, quel que soit ton statut, quoi que tu fasses, un bon soin, si on pouvait couper les micros, s'il vous plaît. Vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, si un bon soin, c'est quelque chose qui, derrière, génère des économies. Aujourd'hui, j'aimerais qu'en préambule, on écrive tous quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Le droit de vivre en bonne santé. Et c'est plus qu'un droit, pour moi, c'est un devoir. On se bat tous, sinon on ne serait pas là, pour que justement nos concitoyens puissent avoir accès au meilleur niveau de soins. On a un excellent niveau de soins dans ce pays, mais on a une perte d'essence, comme l'a très bien décrit Jérôme. Et cette perte d'essence, c'est parce qu'on court après le pognon. L'ONDAM, je vous rappelle, c'est l'objectif national de la dépense de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint cet objectif, on a deux possibilités. Soit
comme on l'a dépassé, on arrête de soigner les gens, c'est impensable, soit on le dépasse. Sauf qu'aujourd'hui, on rationne les soins pour rester dans une enveloppe. Et cette enveloppe-là, ce système d'enveloppe, c'est un système de parrain. Donc ça, il faut que ça cesse immédiatement. Donc moi, je vous dis et je vous répète, non, je ne creuse pas la dette. Parce que si derrière, les soignants soignent mal, on tue des gens, mais regardez autre chose. Aujourd'hui, avec la perte d'essence et tout ce qui se passe, on a des soignants qui arrêtent leur métier. Donc là aussi, on a tout un investissement qui est perdu, mais on a des gens qui sont brûlés, cramés, épuisés personnellement et professionnellement. Donc à partir de là, il faut aussi qu'on retrouve une dynamique, une saine dynamique. Voilà, j'écoute tes questions. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, et qui est très important, il faut bien comprendre que dans tout son cynisme, le politique a transformé les conséquences de ses actes en causes. C'est-à-dire que nous, au fond, nous ne sommes que les conséquences des différentes politiques que l'on a vécues jusqu'à présent. Et ils nous rendent responsables de leur politique, en quelque sorte, ils transforment donc les conséquences de leurs actes en causes. Et ça, c'est extrêmement cynique. Et il ne faut pas le laisser, passer, ni l'évacuer. Il faut vraiment parfaitement le comprendre. Et ensuite, sur l'ONDAM, l'ONDAM est donc voté dans un déficit chronique, systématiquement. Et c'est comme ça qu'on vous a mis tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre profession du soin, cette espèce de dogme qu'ils appellent l'efficience. Ça, c'est terrible, parce que l'efficience, la définition de l'efficience, c'est faire mieux avec moins. Et on vous demande à tous en permanence de faire mieux avec moins, sauf que vous êtes à l'os. Et ça induit l'épuisement, parce que c'est faire mieux avec moins de personnel, c'est faire mieux avec moins de moyens, c'est faire mieux avec moins de matériel. Et cet épuisement crée et participe à la perte de sens et au fait que, pour la première fois, je pense, de toute notre existence de soignant, autant la tienne, Jean-François, que la mienne, et on a quelques années quand même, pour la première fois, on voit des gens non pas quitter leur métier pour aller exercer dans le libéral ou du libéral public, mais quitter leur métier définitivement. Et ça, on ne l'avait jamais vécu. Et ça, c'est vécu à chaque strate du soin, et ça signe ce fameux effondrement qui ne fait qu'accélérer. Merci tous les deux. Merci d'avoir d'emblée placé le débat à un niveau très élevé. Mais je pense que si on élude ces sujets-là, on ne peut pas avancer. Vous mettez en avant la politique économique et puis la logique du soin qui doit être mesurée, en fait, mesurée pour rentrer dans l'enveloppe. Et c'est très chouette ce que tu as dit, Jérôme, effectivement. Nous ne sommes que les conséquences de leur politique, effectivement, et il est impensable de doser du soin pour qu'il rentre dans l'enveloppe. On marche là complètement sur la tête. Alors, pour essayer d'être un peu terre à terre, parce que j'ai aussi envie de vous entendre sur des sujets simples, Jean-François, et j'ai le même genre de questions pour Jérôme. Jean-François, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je dis à des urgentistes qui m'appellent de Manosque, de Voiron, de Laval, de Montluçon, ils s'inquiètent à Montluçon pour le SMUR. Il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine de SMUR en difficulté en France, même si on préserve les SMUR. Mais en tout cas, il y a des services d'urgence, comme tu le sais, qui ferment la nuit quand ils ne sont pas fermés complètement. Quelle est pour Jean-François Sibien la cause? Mais tout de suite, j'aimerais bien que tu sois capable de mettre des propositions en regard. Alors, on a déjà abordé des choses, hein, j'imagine, mais je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Aujourd'hui, en France, il y a des services d'urgence fermés la nuit. Pour moi, je trouve ça dramatique pour l'accès aux soins. Quel est l'avis de Jean-François là-dessus? Alors là, tu me poses une question très complexe. Si j'avais une baguette magique, je ferais des petits pains. Je ne m'appelle pas Jésus et il n'y a aucune connotation religieuse dans ce que je dis. Je vous dis, je suis quelqu'un de pragmatique. On a une chose qui a bien marché. Quand la ville et l'hôpital travaillent ensemble, pour moi, la base, c'est la régulation médicale. La régulation médicale avec un numéro santé peut permettre aux gens d'avoir un accès H24 en tout point du territoire. Et l'assistant de régulation médicale décroche, qualifie, oriente l'appel vers la médecine générale, donc la médecine libérale ou l'AMU, voire vers le médico-social. Et à partir de là, on l'a vu sur la première vague. Sur la première vague, on a été tous très contingentés, mais on a réussi à faire face parce qu'on s'est organisé. Derrière aussi, il faudrait qu'on puisse avoir accès à un système informatique et une téléphonie digne de ce nom. Il faut quand même savoir que dans ce pays,
Ça fait 15 ans qu'on travaille avec nos collègues libéraux. On a travaillé dans le programme SI-SAMU. Ce programme est aujourd'hui bloqué par le Premier ministre sous injonction, on pense, du ministère de l'Intérieur pour qu'on n'ait pas un numéro santé qui se mette en place, mais un numéro qui dépende du ministère de l'Intérieur. À partir de là, je pense nécessaire que toutes les oppositions à faire travailler les libéraux et les hospitaliers sont caduques. Aujourd'hui, on est en telle difficulté, mais même si on n'était pas en difficulté, je suis convaincu qu'un juste soin, c'est un soin qui est coordonné, donc on nous donne des outils, mais on donne surtout la possibilité de travailler ensemble. Et on arrête de nous opposer. Moi, je travaille avec des collègues de ville qui travaillent avec moi. On prend des décisions par téléphone, mais on s'appuie toujours, tant qu'on peut le faire, et à certaines heures, sur l'avis du médecin traitant, pour éviter de déplacer des gens. Alors, tu m'as posé une question sur la fermeture des services d'urgence. Il faut quand même savoir aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé de l'intérim, et qu'on soit bien au clair, hein, je n'ai rien contre l'intérim. Hein, on a entendu parler de mercenaires. Mes collègues qui font le métier de médecin ne sont pas des mercenaires. Hein, on ne fait pas la guerre. D'accord? Donc, effectivement, par contre, tu as naturellement tendance à aller dans l'entité dans laquelle tu vas avoir un peu plus de confort pour travailler, voire un peu moins de travail, et tu vas pouvoir prendre le temps avec tes patients. Nous, la chance qu'on a, par exemple, sur Agen, on travaille sur plusieurs sites, et il y a un des sites qui est une antenne SMUR, où on reçoit, après régulation médicale, les patients. Donc, on a une dizaine de patients dans la journée. On fait du SMUR à côté, mais les patients, quand vous avez 1 heure de temps à passer avec quelqu'un, vous avez un soin qui est beaucoup plus humain, mais derrière le soin, il y a un package. C'est-à-dire que le soin, une fois que vous l'avez débuté, vous allez au bout de ce que vous avez à faire. Vous mettez en lien le patient avec les différents intervenants. Vous prenez le temps d'eux. Alors après, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est pas à moi de faire toute cette mise en relation. On pourrait avoir des assistants médicaux, comme ça se passe dans certains pays, pour, par exemple, générer le dossier informatique, également préparer tout ce qui est prescription, expliquer aux patients avec le médecin et sans le médecin, et si le patient ou la famille ont des questions, que là aussi, nous, on puisse avoir le temps. C'est ce temps qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est passé de l'hôpital entreprise à l'hôpital usine. Or, chaque patient, à la différence de ce qu'on doit traiter à l'usine, c'est pas une seule entité. Même s'il y a une même pathologie, le patient, il y a une maladie, un malade, une famille, un contexte social. Et voilà, je vois passer des éléments sur les infirmiers en pratique avancée. Oui, sur le chronique, il y a des réflexions à avoir. Même sur des interfaces au niveau de l'aigu, il y a des choses à réfléchir, à organiser. Sauf que là, aujourd'hui, toutes les choses qui sont écrites dans les textes de loi sont des choses qui sont imposées, pas suffisamment réfléchies, de mon point de vue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton idée d'arrêter d'opposer les gens. Effectivement. Et si on raisonnait en soins à donner aux populations et qu'on arrêtait de raisonner en qui est capable de donner du soin. En fait, c'est un angle d'approche complètement différent. Et si par territoire, on disait, bon, l'objectif, c'est de soigner des gens, évidemment, là, il y a beaucoup de barrières qui s'effaceraient, barrières qui peut-être aujourd'hui peuvent être un obstacle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je retiens, c'est que tu as parlé du mercenariat. La garde de PH de praticien hospitalier aujourd'hui à l'hôpital, c'est quand même 18 € de l'heure en plus du salaire. La garde en intérim acceptable, 650 € par demi-journée, c'est 50 €. Moi, j'estime que 50 € de l'heure, c'est le tarif normal. Et je pense que si tous les médecins hospitaliers étaient payés 50 € de l'heure, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans les services d'urgence. Je vais plus loin. Je te coupe par rapport à ça. Je vais beaucoup plus loin. Regardez la vaccination. La vaccination, on est tous allés vacciner. La vaccination, certes, certains collègues ont été, le micro s'il vous plaît, ont été payés jusqu'à 115 € de l'heure. C'est peut-être la base du paiement. Mais regardez derrière la valorisation des soignants. Quand vous avez 10 € ou 15 €, déplacement compris, pour faire une toilette à un patient, excusez-moi, moi je trouve ça mais aberrant.
Quand vous avez mes collègues kinés qui font de la rééducation à la marche sur une personne âgée, qui lui redonne de l'autonomie, vous êtes à une quinzaine d'euros, 20 euros. Mais c'est un non-sens complet, puisque derrière, si vous redonnez de l'autonomie aux patients, c'est une économie. Mais on est dans un système où Bercy ne voit que l'instant T. Et l'instant T, il n'y a pas la globalité de la prise en charge. Merci. Un arrêt cardiaque, si tu permets, c'est 4 à 5 millions, je finis juste là-dessus, un arrêt cardiaque qu'on réanime, si c'est un sujet jeune, c'est 4 à 5 milliards de dollars pour nos amis anglo-saxons, mais qui derrière t'explique que c'est le bien-être aussi outre de la personne, mais de sa famille. Et ça, cet impact, on n'arrive pas à le monétiser, parce que ça n'a pas de prix. Certes, la santé a un coût, mais pour moi, elle n'a pas de prix. Je crois que si tu veux, on a perdu, et les politiques et les responsables ont perdu tout sens des réalités. Le problème est là. Le problème, c'est que et nous-mêmes, on finit par perdre aussi le sens des réalités. Quand tu dis 50 euros de l'heure, Arnaud, tu es très, très largement en dessous de la réalité, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus qu'il faut. Un médecin, c'est entre 9 ans et 14 ans ou 15 ans d'études, c'est des rôles et des responsabilités qui sont immenses. C'est une responsabilité pénale, une responsabilité civile, une responsabilité ordinale, une responsabilité administrative. Ça fait partie des rares métiers que tu ne quittes pas alors que tu déposes ta blouse. Tu es constamment médecin, H24, et tu le seras même retraité. Et c'est un savoir qui nécessite formation tout au long de la vie. À partir de là, ça se paye. Une infirmière, ça se paye. Une aide-soignante qui met les mains là où tu ne mettrais pas les yeux, ça se paye. Et comme on a laissé faire et laissé filer, on a une part de responsabilité là-dedans, quoi. On a laissé s'effondrer nos tarifs et nos rémunérations. Et aujourd'hui, on en est presque à quémander des trucs qui sont le quart de ce qu'on te paierait dans un pays occidental qui prend soin de ses soignants, quoi. Moi, mon fils, il est médecin, il est interniste, quoi. Il fait médecine interne, là, actuellement. Un interniste, qui est la profession certainement intellectuelle la plus difficile au sein de notre médecine, qui ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle, qui demande constamment une capacité de synthèse et une connaissance globale de l'ensemble de la médecine. Ben, en fin de carrière, c'est 9 000 balles, quoi. Aux États-Unis, c'est 90 000 euros. Alors, je ne dis pas que 90 000 euros par mois, c'est la vraie somme, mais ça vous laisse imaginer un peu combien on a perdu le sens des réalités. Et ça, c'est terrible, parce que nous sommes nos propres bourreaux. Et ça, il faut vraiment l'avoir en conscience. Il ne faut pas avoir peur de dire, oui, un soignant, ça se paye, quoi. Et ça se paye bien, parce que le service qu'il rend est beaucoup, 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 beaucoup plus important pour le pays que le ferait un énarque ou autre, mais ça peu importe. Mais surtout, l'État est immensément bénéficiaire en sous-rémunérant l'ensemble des soignants. N'ayons pas peur de ce que l'on vaut, hein. N'ayons pas peur de ça. Après, Jérôme, pour parler des urgences, juste ma vision si tu veux, du libéral, c'est que quand tu as un service d'urgence qui ferme, il n'est jamais que le reflet de la crise de l'établissement dont il a la charge, dont il est l'entrée-porte. Il n'y a pas un endroit où il y a un service d'urgence qui va mal et un hôpital qui va bien. C'est que l'ensemble va mal. Et que l'ensemble va mal et il traduit cette crise que l'on vit. Après, à côté de ça, Jean-François a parlé d'hôpitaux-usines et il a éminemment raison. On a là aussi accepté qu'on ferme quantité de petites structures. On a désaménagé le territoire sur le plan hospitalier parce qu'on parle tout le temps des déserts médicaux, mais on ne parle jamais du désert hospitalier. En fait, le désert hospitalier s'est installé partout, c'est-à-dire qu'on a accepté tranquillement, comme ça, l'air de rien, que les Français se retrouvent à 80 bornes d'une structure hospitalière un peu partout sur le territoire. Et on a, comme ça, fait 2 France, 3 France, c'est-à-dire des France de citadins qui, globalement, sont bien pris en charge par des structures hospitalières, et une France rurale ou semi-rurale qui, elle, est à 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures d'une structure hospitalière. On est devenu complètement fou. Jérôme, Oui. sur ce sujet-là, alors juste un petit point de précision. Pourquoi je dis 50 euros? Parce qu'aujourd'hui, une garde de péage, c'est 18 euros de l'heure. Oui, c'est bien. Ça n'a C'est pas un reproche, Arnaud. augmenté. Non, mais attends, et que le gouvernement, si tu veux, quand il dit « ouais, c'est à cause de l'intérim », l'intérim basique, c'est 50 euros de l'heure. Donc, en fait, on se fout du monde. Quand on explique, quand on justifie par l'intérim
qu'il n'y a plus de médecins à l'hôpital. C'est juste que pour moi, l'intérim, c'est le salaire normal. C'est ça que je voulais dire. Mais évidemment. Jérôme, juste une mini question à Jérôme. Je vous repasse la parole. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi. Jérôme, qu'est-ce que toi, tu estimerais logique pour essayer de lutter contre les déserts médicaux de manière assez pragmatique? La ruralité, tu sais qu'elle est en grande difficulté. Moi, les mesures que j'entends des candidats, ce ne sont que des mesures coercitives. À titre personnel, ça me fait bondir. Je crois que ça va te faire bondir aussi. Comme tu as dit, nous sommes les conséquences de politiques menées. Je ne vois pas en quoi les jeunes médecins généralistes devraient payer l'incompétence et le manque de prospective de politique qui fait qu'aujourd'hui, on a des déserts médicaux. Qu'est-ce que toi… Alors, tu vois… D'abord, si tu veux, il faut prendre en considération un fait qu'aucun homme politique ne prend en considération. C'est-à-dire que par rapport aux déserts médicaux, chacun y va de sa solution, qu'on pourrait appeler une espèce de macro-solution reproductible partout, en tout lieu et à tout moment. Ce qui est une connerie absolue. Parce que le désert médical, c'est comme une pièce de puzzle ou comme une empreinte digitale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un désert qui ressemble à un autre désert. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas résoudre le problème. C'est-à-dire que si tu veux résoudre le problème des déserts médicaux, il faut que tu regardes quelle est la spécificité de ce désert-là par rapport à tel autre désert. Et tu dois non seulement agir sur le plan sanitaire, mais agir sur l'aménagement du territoire. C'est ainsi qu'on demande, nous, à ce qu'on recrée la DATAR, qui était l'organisme qui était chargé de l'aménagement du territoire au moment de Chirac ou de Giscard à l'époque, qui a été remplacé aujourd'hui par une espèce d'ersatz qui ne sert à rien, et que l'on mette autour de la table les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres d'industrie, le patronat, les salariés, etc., de façon à ce que les forces vives d'un coin, si tu veux, soient capables à la fois de discuter entre eux sur une problématique qu'ils ont 3 ans pour résoudre, parce que les finances leur seront données pour ces 3 ans-là, et que, par exemple, si tu as quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise à tel endroit, on aille de favoriser en aménageant le territoire, etc. Parce que de l'aménagement du territoire naît aussi le fait que des médecins vont s'implanter. N'oublions pas que les médecins prennent leur exercice de plus en plus tard, qu'ils sont souvent fondés de famille, que le métier de médecin est devenu bien souvent le deuxième métier du ménage, ce qui n'existait pas il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire que comme les études se sont rallongées, les couples de médecins se connaissent sur les campus, et comme s'ils se connaissent sur les campus, tu peux avoir très bien dans un couple, homme ou femme, le médecin et un ingénieur dans le nucléaire, par exemple. Tu iras trouver un métier ou un poste d'ingénieur dans le nucléaire sur le Larzac ou dans la Creuse. Impossible. Donc, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que tu dois travailler sur l'aménagement du territoire, tu dois travailler sur la présence des écoles, sur la présence des commerces, etc., pour que les gens s'implantent. Et parallèlement, et c'est là où je disais que le politique doit avoir en conscience l'idée de ce que la santé rapporte au pays, il doit se dire que si tu arrives à implanter 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins à un endroit, tu vas ouvrir des écoles, tu vas ouvrir des commerces, tu vas favoriser donc la richesse du territoire et donc tu vas développer. Donc il faut partir de cette notion-là. Donc c'est pour ça que je te dis, nous on demande la réouverture de la DATAR et puis tu peux nous redire, Jérôme, comment ça s'appelle? Comment tu appelles ça? La DATAR? DATAR, DATAR, c'était à l'époque. DATAR, ouais. Non, voilà, et la création, tu vois, de groupements provisoires de ressources régionales qui sont, que je te disais, chambres d'artisanat, chambres d'industrie, chambres de commerce, chambres d'agriculture, conseils régionaux départementaux que tu mets autour des tables. Bien sûr, parce que tu vois, regarde, Jérôme, alors ça, je trouve ça passionnant, ultra pertinent. Les scribes, vous notez ça, hein. On portera évidemment les propositions de l'UFML. Mais juste une micro-question avant de passer la question à Jean-François. Tu sais qu'effectivement, le plus grand désert médical français à venir, c'est en fait le 93. Oui, mais c'est d'accord. Et donc, en fait, c'est quand même moins sexy le 93 que même le Larzac ou la Creuse. Comment on fait dans le 93, dans ces territoires-là, Jérôme? D'abord, on réinstalle, d'abord sur ce désert-là, d'abord, ce n'est pas le 93, c'est l'Île-de-France aujourd'hui, 96,5% de la population d'Île-de-France est considérée comme un ZIP ou un ZAC. C'est-à-dire est considérée comme étant touchés par les difficultés à accéder aux soins. Donc, c'est 100% quasi de la population d'Île-de-France qui est aujourd'hui le premier désert. Alors, ce sont des déserts qui sont là encore différents, les déserts centre-ville ou du moins quartier onéreux, puisqu'à 25 balles l'acte, tu ne peux plus implanter un cabinet. Tu as des déserts de banlieues oubliées de la République ou quittées par la République, qui sont devenus des banlieues violentes ou alors sans structure qui peuvent permettre
de vivre son métier sainement. Donc là, il faut que la politique, la République, si tu veux, réinvestisse ces quartiers exactement comme elle a quitté aussi l'hyper-ruralité. Et ça veut dire là encore une fois que les Français doivent être égaux devant le soin. Ils ne le sont plus actuellement parce que la République est partie. En ce sens, une des solutions que l'on prône aussi, et ça, je vais t'en donner deux, et ça rejoint un petit peu la mixité d'exercices qu'on doit avoir et les interfaces qu'on doit avoir entre le libéral et le public. Nous, on dit qu'il faut qu'on crée des plateformes d'urgence libérales et de soins de relais, ce qu'on a appelé des pulsars. Ce n'est pas du tout des maisons médicales d'urgence, là, c'est carrément si tu veux, des structures d'urgence libérales avec des médecins, des infirmières, le scanner, voire l'IRM, le plateau de biologie, etc., de façon à réaménager le territoire un peu partout dans toutes ces zones que j'appelle les déserts hospitaliers. Et ça, c'est en relation évidemment avec les centres d'urgence portes des CHU ou des CHG, de façon à pouvoir aiguiller les patients, mais les voir en premier dans des structures qui seront installées un peu partout sur le territoire. Et puis ensuite, on dit qu'il faut que l'on ait une interface très ténue entre l'exercice libéral et l'exercice hospitalier. En ce sens, les médecins libéraux qui vont donner une journée de leur activité à l'hôpital public, et ça pendant un minimum de 7 ans, doivent pouvoir bénéficier d'un horaire complémentaire. De la même façon que des médecins hospitaliers qui vont aller donner une part de leur temps à des déserts médicaux, dans des maisons médicales ou autres, doivent bénéficier d'une augmentation tarifaire substantielle ou d'une augmentation de rémunération substantielle, et ils gardent cet avantage s'ils font ça au-delà de 7 ans. Très intéressant. Jean-François, très intéressant. Jérôme, moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve que ça rejoint vraiment un mode de pensée que j'ai pour les paramédicaux. Moi, je crois que les paramédicaux doivent être aussi augmentés en termes de salaire en fonction de leur formation, de leurs actions de formation, de leur spécialisation. Il faut arrêter avec les DU non professionnels. Jean-François, je peux rebondir. Tu dis ce que tu veux. Voilà. Je voudrais que tu nous parles des PH après, si tu peux. Hein. Non, mais dans les choses essentielles, on a parlé effectivement de fracture du territoire. Et la fracture du territoire qui vient se surajouter à la fracture sociale, effectivement, va laisser des traces indélébiles dans ce pays si on ne fait rien. Donc, nous avons été pendant longtemps des collaborateurs d'un système, mais je ne suis pas un collabo. Et je pense que tous autour de cette table, on n'est pas des collabos, et avec cette étiquette péjorative. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jérôme sur ce que moi j'appelle l'appropriation du projet médical. J'en ai ras la casquette que des bureaucrates viennent faire du copier-coller. Ça a marché là-bas, donc ça marchera chez vous. Non, s'il n'y a pas d'appropriation du projet médico-soignant, le copier-coller, ça ne marche pas. Donc, tout ça, il faut vraiment être très, très important. Jérôme, si dans ton projet Pulsar, tu pouvais intégrer aussi des hospitaliers, là aussi, aujourd'hui, on doit casser ces barrières, intégrer le médico-social. Et c'est nous les forces de proposition. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. On a mis la focale, nous, tout à l'heure, sur le tarif. Mais il n'y a pas que le tarif, on le sait très bien. Il y a aussi les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et il y a surtout les conditions pendant lesquelles on est chez nous. Nos familles ont le droit à bénéficier de nous en tant qu'individus et en tant qu'êtres humains, et pas toujours les gens en train de phosphorer qu'est-ce que je vais faire pour sauver, non pas Willy, mais le système qui est en désuétude. Donc, on a vraiment intérêt à être très, très vigilant là-dessus, et sur la mixité d'exercices. Effectivement, je partage tout à fait ton analyse. Par contre, tu as parlé de coercition tout à l'heure, Arnaud. Je trouve complètement aberrant qu'on projette des jeunes, qu'ils soient soignants, infirmiers ou jeunes étudiants en médecine, donc nouvellement formés, dans les déserts. Tout simplement pourquoi ce sont les patients, comme je dis et que je répète, les plus difficiles, les plus complexes. Oui, mais et on est à 60. On est à 60 ou 70 km d'une ressource plus compétente. Nous, on s'est toujours battu dans ce qu'on a construit depuis le début des années 2000. On mettait sur ce qu'appelle Jérôme les déserts médicaux hospitaliers, en termes d'urgence, les praticiens les plus chevronnés. Et on montait en puissance, on travaillait ensemble. Là aussi, c'est le partage. Et on apprend des jeunes. Là aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, si on arrive à mettre des anciens avec des compétences et des jeunes qui ont leurs compétences, en intégrant tout ça,
on aura fait aussi un pas vers la solution. Jean-François, tout à fait. Non, mais ce qui est effrayant aujourd'hui dans les programmes santé de tous les candidats, et même des gens, ou alors quand moi je discute avec des maires très modérés, des gens très bien, là où le gouvernement et les politiques successives ont été très fortes, c'est que maintenant, il y a beaucoup de maires qui sont d'accord et qui disent, mais enfin, on oblige bien les policiers, les enseignants, les gendarmes à aller dans des casernes ou des écoles bien précises, au nom de quoi les médecins à qui on paye toutes les études, eux aussi ne rendraient pas service. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement essoré le système qu'on culpabilise finalement les médecins, ce à quoi je suis obligé de répondre à tous ces gens-là. Non mais attendez, d'abord, on rend service pendant les études de médecine. On ne se contente pas d'être tout frais payé. Il y a quand même des jeunes qui font McDo pour payer leurs études. Tous les parents n'ont pas les moyens de payer de si longues études que ça. Et puis, dis donc, quand on est interne, enfin, ce n'est pas tous les deux que j'ai expliqué, et les gens de l'audience le savent, quand on est interne, on ne gagne pas énormément sa vie, encore moins un externe. On est parfois et souvent malmené. Gaëtan Casanova le dit souvent dans le cadre du DISNI. Le sort des internes est quand même aussi un vrai sujet. Et on a auditionné la maman d'une interne qui s'est donné la mort dans un contexte de surmenage, etc. Donc, c'est quand même pas le Arnaud, dans les études de médecine. Arnaud, 8 milliards d'économies par cursus universitaire. Ouais. Sur toute la population formée, médicale, de l'année 1 aux sorties de l'internat, 8 milliards d'économies par promotion. D'accord ? Bien sûr. Donc, on n'a pas à rembourser la nation, c'est la nation qui nous est redevable. Il faut garder ça en tête, là encore, quoi. Par le boulot que l'on fait en 4e, 5e, 6e année en tant qu'externe, le travail administratif, etc. Par rapport au salaire de l'externe, si on devait payer l'externe ou si on devait payer un salarié pour faire le boulot de l'externe, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Quand tu fais ton internat, c'est pareil. Si on devait, à l'aune de ce que tu rends comme service à l'hôpital, payer un salarié pour faire le même boulot, ça coûterait beaucoup plus cher. Et on avait fait une étude qui a été reprise et remise à l'ordre du jour par Egoura il y a une quinzaine de jours. L'État fait en gros 80 000 euros d'économie par tête de pipe comme médecin généraliste, 120 000 euros d'économie par spécialiste et 220 000 euros d'économie par chirurgien. Il faut garder ça en tête parce que chaque fois qu'on vous dit l'État paye vos études, non, non monsieur, il faut répondre. Nous payons, c'est la France qui nous est redevable et c'est la France qui gagne de l'argent sur notre dos. Oui. Et dernier point dont on ne parle jamais, je rappelle que les médecins vont en périphérie dans leur cursus universitaire. Donc, quand on vous dit qu'il faut aller dans les déserts médicaux, on le fait déjà. Quand on va à l'hôpital d'Auch ou à l'hôpital de Perpète-les-Oies, alors même qu'on a déjà un gosse et une femme, ou quand c'est la femme qui est médecin, un mari, et qu'on va à 200 bornes de chez soi, dans un centre hospitalier général, excusez-moi du peu, mais on va déjà dans les déserts et on rembourse déjà la nation. Donc, tous ces trucs ne tiennent pas et il ne faut pas les accepter. J'en ai un peu marre de ce discours culpabilisant. Et en fait, les populations, si tu veux, quand elles entendent ça, elles se disent « Ah bah ouais, les médecins, ils font chier. Hein. » Ça suffit, la liberté d'installation. Bon, écoutez, alors Audrey, quelle heure il est? Bon, Audrey n'est pas là. 13h. 10h58. 13h. 13h, ok. Alors, 5 minutes, Jérôme et Jean-François, 5 minutes de propositions concrètes. Moi, j'ai adoré, Jean-François, quand tu as dit parlons-nous, communication des acteurs par territoire, ça revient souvent, une forme de raisonnons sur le soin. Ça, tu l'as bien dit. Tu as aussi abordé les conditions d'exercice. Tu as aussi abordé, effectivement, la notion de rémunération. C'est tout à fait normal que les gens fassent du mercenariat, entre guillemets, ou de l'intérim, puisque, de toute façon, ils ne sont pas payés à l'hôpital. Donc, après, il ne faut pas se plaindre. Et Jérôme, il a dit des choses aussi passionnantes. Il a parlé de l'ADAR pour lutter contre les déserts médicaux. Data. Ça se tient. Data, excusez-moi. Datar, qui est une approche vraiment multiparamétrique des aménagements des territoires pour pouvoir faire venir les médecins, évidemment. Et surtout, tu as dit autre chose fondamentale, c'est que l'approche des déserts, jamais, on aura une approche uniciste. Il faut évidemment adapter les solutions aux territoires concernés. C'est d'une évidence absolue. Alors, les modérateurs, est-ce que vous voulez nous poser quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Il y a eu une question par rapport à est-ce qu'il est possible de restructurer les petits hôpitaux, plus les accès vers certains types de soins pour être au plus près de la demande locale? Faut-il aussi augmenter les maisons de santé sur les territoires moins denses, moins fournis en hôpitaux? Et donc, il y a une question pour Jean-François, une question pour moi. Voilà. On ne t'entend plus. Allez-y, allez-y. Bah, alors, tu veux que je commence, Jérôme? En introduction. Vas-y, Jean-François. En introduction, moi, je trouve que pour lutter contre les déserts médicaux, d'être capable de dire à un jeune docteur, écoute, viens t'installer là, mais comme tu as développé ta capacité d'allergologie ou ta spécialité de douleur ou ta spécialité, je dis n'importe quoi, de pédiatrie, si tu veux, tu pourras aller aussi faire des vacations dans cet hôpital-là. Mais Jérôme, tu dis la même chose autrement. Tu dis une journée à l'hôpital, c'est pour moi fondamental dans l'attractivité. Je suis sûr que tu as raison. Je vous laisse tous les deux répondre. Allez, Jérôme, réponds-nous là-dessus. Jean-François d'abord sur les hôpitaux. Par rapport à ce que tu viens de dire, évidemment, quand le jeune ira faire, entre guillemets, la part de son activité, un plus ancien ou un hospitalier ou un libéral pourrait venir le remplacer. Et tout ça, c'est à nous de le mettre en place. Ce que vous avez dit sur les maisons médicales de garde, pour moi, ça fait partie des choses. Alors, je vais peut-être en choquer certains. Hein. J'ai un exemple à Nérac. Ils ont construit 1 million d'euros une maison médicale de garde. L'hôpital accueille nos collègues libéraux quand ils viennent prendre des gardes, quand ils ont un souci. Comme on a une infirmière, ils me passent un coup de fil, ils me disent « Ouais, Jeff, comme tu es là, je peux venir ?» Mais moi, ce que je leur dis, ça serait bien que quand Jeff il n'est pas là, vous veniez. Mais derrière, la pierre angulaire, c'est la régulation médicale. Aujourd'hui, on est un bien de consommation, hein, qu'on soit soignant ou médecin. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse prendre conscience à la population qu'une régulation médicale, c'est quelque chose d'important. Faire comprendre également aux gens qui nous dirigent, j'ai rien vu sur la prévention. Elle est où la prévention? On la cherche. Si le premier qui la trouve, il me l'envoie. Hein. Le grand Ségur de la prévention, je l'attends toujours. Si on explique bien dès l'enfance, voilà, vous avez de la température, il y a ça à faire. Vous avez un arrêt cardiaque, nos collègues dans le monde entier expliquent aux enfants dès la maternelle comment on passe l'alerte. En France, on est incapable de le faire. On continue à fonctionner en silo avec des gens qui vont vous expliquer qu'ils ont la solution. Donc là, moi, la seule solution que je propose, c'est on fait table rase de tout ce qu'il y a. On met en place un budget, mais il va falloir que tu nous enfermes dès que la présidentielle sera terminée, puisqu'a priori, ils n'ont pas décidé de commencer avant, pour que pendant 30 ou 40 ou 50 jours, on puisse nous phosphorer tous ensemble, hein, tous les soignants, avec nos concitoyens soignés et ceux qui ont aussi des maladies chroniques, et que derrière, les gens de Bercy viennent nous expliquer, voilà, ça coûte trop cher. Mais ça, c'est Bercy qui va l'expliquer maintenant. Parce que ce n'est pas Bercy qui va donner le là, ce qui est trop le cas aujourd'hui. Parce que Bercy est complètement déconnecté de la réalité. Merci Jean-François. Je voulais juste dire un truc et je te laisse la parole tout de suite, Jérôme. Je te rassure, je t'informe. Dans le vrai Ségur de la santé, on a des tonnes de sessions sur la prévention, l'alimentation, parce qu'il y en a marre aussi de cette médecine réduite à la médecine curative. J'ai l'impression qu'ils sont le nez dans le guidon. C'est politique de rustine, politique de médecine curative. Or, en fait, on peut tout éviter. Et quand tu parles des écoles, eh bien, écoute, je suis très ravi d'entendre ça, parce que pour moi, la santé de demain, ça repose aussi sur l'éducation sous toutes ses formes. L'éducation, c'est aussi l'apprentissage des enfants. À ce que tu viens de dire, c'est aussi l'apprentissage de la collectivité, de la vie, etc. Et de vivre ensemble. Tu as raison. Il y a un no man's land. Jérôme, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, toi? Non, mais ça rejoint, si tu veux, la première proposition de l'UFML, qui est un petit peu le chapeau de tout ce que l'on demande, puisqu'on dit que la santé, pour sortir de la bercysation du soin, de ce qu'on connaît depuis 20 ou 30 ans, il faut impérativement qu'on ait des vrais états généraux de la santé. Des états généraux de la santé, ce n'est pas une journée qui va amuser la galerie, mais c'est bien exactement comme l'a dit Jean-François. On sait quand ils commencent, les états généraux, mais ils ne se terminent que quand on a réglé les problèmes. C'est-à-dire qu'au besoin, ils peuvent durer 6 mois, ils peuvent durer 1 an. On s'en fout. Et on est autour de la table entre soignants et soignés et on décide de ce que sera le soin de demain. Et les propositions se font au fil du temps et on ne lève les états généraux que quand on a vraiment résolu les problèmes. Je veux dire, la gravité du moment que l'on vit vaut bien cela. Sur les maisons de santé pluridisciplinaires,
On connaît bien ce problème. Tu as cité une maison à 1 million d'euros, on en a trouvé jusqu'à 8 millions d'euros. Elles sont, la plupart du temps, dramatiquement vides parce que cette espèce de course à l'armement des maires font qu'ils partent d'un raisonnement qui est complètement fou, qui est de se dire si je construis une gare, le train va bien finir par passer. Et ça, c'est pas parce que tu construis une maison médicale que tu vas avoir des médecins qui vont s'y mettre dedans. Surtout que plus elle est belle, plus elle est chère. Plus elle est chère, plus elle est subventionnée. Et les subventions, comme vous le savez tous, ça ne dure pas comme les impôts. Et donc, à partir de là, les gens font la projection en se disant, ben là, on est 12 à exercer. S'il y en a 2 qui partent, les 10 vont payer les charges de 12. Et demain, comment on tiendra? Et en général, soit ils n'y vont pas, soit quand ils y sont, au bout de 2-3 ans, le truc s'effondre comme un soufflet. Et les municipalités sont obligées de les faire tourner avec des pâtes à médecine. Et c'est comme ça qu'ils retrouvent dedans des auriculothérapeutes, des éthiopathes, des chosopathes, des coloropathes, tout ce que tu veux, mais en tout cas des professions qui sont des professions commerciales aux côtés des professions soignantes, ce qui est interdit par la loi. Est-ce que je peux vous poser une question à tous les deux, Jérôme, juste sur ce que tu viens de dire là, les maisons médicales, etc. Vous deux, votre point de vue, hein, en fait, ma question est naïve, hein, vous n'avez pas peur que ça fasse encore plus fuir des médecins de l'hôpital? Comment on fait? Dans votre raisonnement, j'imagine qu'il faut injecter des médecins dans ce truc-là, quoi. Non, ce qu'il faut, Arnaud, si tu permets, d'abord, il faut tenir compte de notre cortex. Il faut tenir compte de la façon avec laquelle on raisonne et la façon, quelle est notre structure mentale. Le libéral, il est d'abord entrepreneur. Le type qui a choisi de faire médecine libérale, il a choisi de faire ce type d'exercice pour être en quelque sorte son propre patron. Si tu lui dis au propre patron, on va vous faire votre maison, on va vous payer vos assistants, on va vous payer tel organisme, tu n'es plus du tout dans sa structure mentale. Et tu crées là aussi une certaine perte de sens. Si tu ne donnes pas les moyens de bien soigner à celui qui a choisi l'hôpital pour bénéficier à la fois du matériel, de l'équipe, du savoir commun, de l'intelligence collective, etc., que tu lui casses son outil de travail, que tu lui casses ses équipes en employant, en n'ayant même pas, en salariant même pas la moitié de ce qu'il faudrait, etc., tu crées une autre perte de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre la structure mentale. Quand tu as compris la structure mentale, tu vas plutôt permettre au médecin d'être en capacité de créer sa propre maison médicale et de salarier ses assistants exactement comme le fait un dentiste, plutôt que reproduire le modèle, si tu veux, une espèce d'ersatz de modèle hospitalier qui ne peut pas fonctionner en médecine libérale. Et en médecine hospitalière, tu dois donner tous les moyens pour que l'hospitalier bénéficie de la meilleure capacité à faire de la qualité du soin. Si tu ne fais pas ça, ça ne marche pas. Soit, il faut me donner l'heure, Audrey, parce que je n'ai pas l'heure. Jean-François, quelle heure il est? 13h07. Jean-François, à toi la parole. Si tu veux commencer à faire une petite synthèse, on doit couper à 15. Jean-François, voilà. Alors, si, j'ai encore une mini question pour vous aider à conclure. Est-ce qu'on a quand même… Bon, il y a l'Ukraine, c'est une catastrophe pour le monde entier. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour défendre la santé et essayer de médiatiser nos problématiques qui sont les nôtres. Mais c'est indécent de faire un rapport de force avec cela. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on pense tous au peuple ukrainien et à ces peuples-là qui se font la guerre. Mais est-ce qu'on a raison? On doit quand même se battre. On est fin février. On a encore un mois devant nous. Vous êtes OK, il faut y aller là, non? Vous êtes d'accord? Enfin, Jérôme, je sais que tu es dedans. C'est bon. Jérôme, la feuille de route, elle est claire. Jean-François, on y va là? Moi, j'y suis déjà. Hein. Me concernant, je suis désolé pour les Ukrainiens et très sincèrement, j'ai horreur de la guerre. Mais nous aussi, on est en guerre. Il y a une insécurité sanitaire qui est galopante, mortifère, et pour nos concitoyens et également pour les soignants, pour les praticiens. Donc, à partir de là, soit comme je vous ai dit, soit on rentre tranquillement la tête et on attend la retraite. Non, moi, voilà, je suis français. On a des valeurs dans ce pays. Il y a des gens qui se sont battus, qui sont entrés en résistance. Donc, pour moi, je vous dis aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Et il y a tout un tas de choses que vous ne voyez pas transparaître. Et je vous garantis qu'on est en résistance en permanence. Parce que si on n'était pas en résistance, je vous garantis qu'il y aurait d'autres choses encore plus délétères qui aujourd'hui seraient en production. Aujourd'hui, vous avez vu à Orléans, ouais, moi, je vais faire une fac avec Zagreb. Le Premier ministre reçoit le monsieur. Il y a une fac
à Orléans. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à la crier. Comme on a dit, on se met autour de la table. Donc, vous l'avez appelé les États généraux. Moi, je vous dis, c'est pas des États généraux. Enfin, c'est sur ce principe-là, mais c'est un plan élyséen. C'est obligatoirement le président de la République qui doit prendre conscience. Et le dernier, celui qui est en cours, et je vous rappelle, avant, il était à Bercy, donc il sait de quoi il parle, hein, a pris la mesure du décalage qu'il y avait entre les attentes de la population, mais également nos attentes, et la réalité, qui est une réalité uniquement fiduciaire, sans rajouter la bureaucratie et ses strates sur ses strates, ce 100 000 feuilles, où il y a toujours quelqu'un qui va vous donner la bonne justification et la bonne réponse, avec des lobbyistes qui vont expliquer à nos politiques, voilà, c'est ce projet de loi qu'il faut porter, parce que c'est bon pour vous. La personne n'y comprend pas grand-chose, oui, vous avez raison, et derrière, quand nous, on vient leur expliquer, voilà, là, ce que vous avez écrit, là, le projet que vous présentez, ben, ça va entraîner encore plus de départs de votre territoire. Ah, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, à nous d'investir le champ et de continuer et surtout de travailler ensemble. Là, aujourd'hui, mais le travailler ensemble au bon sens du terme, pas sur des injonctions paradoxales. Donc, je suis un peu rêveur parfois, surtout quand il y a le micro à côté et les retours de micro. Mais par rapport à ça, à nous de dire ce qu'on veut pour aller vers ce qu'on ne veut plus. Et je crois que ce qu'on ne veut plus, on a touché le fond. Mais chaque fois qu'on dit ça, on va encore plus profond. Merci. Jérôme, deux points rapides. Ouais. Je ne reviendrai pas évidemment sur la crise ukrainienne et sur ce qu'on a vécu dernièrement, etc. Mais deux points rapides qui sont pathognomoniques de l'incompréhension et de l'absence de volonté à vraiment vouloir considérer à la fois la médecine et ses soignants. Il faut parler de l'entrée dans la vie et de la sortie de la vie. L'entrée dans la vie, c'est en quelque sorte la première année de médecine. On voit qu'on a fait une espèce de réforme PASLAS qui n'est ni faite ni à faire. On a massacré des étudiants. On a fait que dans la région parisienne, on a eu un oral qui a duré 2 fois 5 minutes et qui a compté pour 75% de la note. C'est-à-dire qu'on a fait passer des gens à la gueule du client dans une totale absence d'anonymat. Et ça, c'est inadmissible. Donc, on doit revenir à cette réforme de la première année. On doit sacraliser l'anonymat. S'il y a des oraux, ils doivent se faire tout au long de l'année et compter pas plus de 10% de la note. Et on doit autoriser le redoublement, puisque là, vous savez qu'on a interdit le redoublement, ce qui est un facteur de stress extrêmement important pour les étudiants. Ensuite, sur la partie internat, quand on voit comment sont reçus les internes dans beaucoup de structures hospitalières, comment ils sont reçus en termes d'hôtellerie, comment ils sont le non-respect des cadences et des horaires, on doit mettre en place un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre les directions d'hôpitaux et les représentants des internes. Ce contrat est en revue plusieurs fois par année et dans ce contrat est signé le respect des horaires, les conditions de travail, etc. etc. Il n'y a que comme ça qu'on peut en sortir. Et puis sur la fin de la vie, c'est plutôt les patients âgés. On doit sacraliser absolument les professions qui s'occupent de nos aînés. Ce n'est pas fait actuellement. Ce sont de grandes spécialités qui doivent être non seulement sacralisées, mais qui doivent être des filières d'excellence, tant pour les aides-soignantes que pour les infirmières, que pour les médecins, etc. Il n'y a que comme ça qu'on évitera les scandales qu'on a vécu avec Orion, avec Orpea, etc., et qui déboucheront aussi sur le même type de scandale, très certainement, sur des grands groupes privés, ou parce qu'en tuant les petits, on a fait naître ces espèces de monstres qui se sont développés. Si on ne sacralise pas ces professions, on aura de moins en moins de gens qui iront dans ces voies-là et on ne s'occupera pas des vieux. Et les vieux, c'est aussi nous demain. Donc, c'est ce qu'on doit regarder, l'entrée et la sortie. Et puis après, tout ce qu'on a dit, bien évidemment, au milieu, avec à la fois plan Marshall, état généraux, appelle-le comme tu veux, plan élyséen, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il n'y a pas plus grands experts du soin que nous. Ne perdez pas ça de vue. Les vrais experts du soin, c'est ça, hein, c'est les mains qui soignent. Ce n'est pas les gens qui tiennent des stylos. Écoutez, c'était fantastique de vous entendre. C'est tellement fluide quand on vous écoute, c'est génial. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est simple. Hein. Voilà, merci beaucoup. Au-delà de votre participation dans le vrai Ségur de la santé et de l'amitié que vous nous faites d'avoir accepté gentiment d'y participer, je voudrais vraiment de tout cœur, avec une grande sincérité, vous remercier pour votre accueil plus global face à notre démarche, celle du collectif, un peu la mienne, qui suis arrivé un peu en mode bourrin, en n'y comprenant pas grand-chose à beaucoup de choses. Et je dois dire que tous les deux, vous avez été tout de suite, Jérôme et Jean-François, avec moi, très bienveillants,
et j'espère aujourd'hui vous le rendre en vous montrant que nous, on essaye de vous aider, vous syndicats, on essaye de vous aider et il n'est pas question qu'on réinvente l'eau chaude et on essaye d'être des accélérateurs de particules, de vous aider à faire du bordel médiatique et de la com et d'agiter des soignants qui sont parfois pas agités par les syndicats et d'essayer de vous aider à faire un conglomérat, de rajouter un petit truc, l'enzyme, le cofacteur, en tout cas pour vous permettre à vous, experts syndicaux, d'arriver au bout de ce qu'il faudra faire parce qu'au bout du compte, c'est vous qui signerez les choses et c'est pas nous. Et nous, on est là juste sur le côté. On essaye de participer à notre petite mesure parce qu'on a aussi besoin. Et voilà, merci pour votre bienveillance globale. Merci. Vraiment, merci à tous les deux. Merci aux gens qui étaient là. Et puis, bah, rappelez-vous qu'on signe pour vous, même si c'est nous qui avons la signature. Et si on est en désaccord, on ne signe pas. Là aussi, il faut arrêter. Oui, bien sûr. Le compromis, oui. La compromission, non. Ça. Là, aujourd'hui, si les gens ont compris ça, donc il y a un élan que tu as su catalyser, d'autres élans sont en cours. À nous d'agglomérer tout ça pour faire ce que demain doit être en termes de santé et en termes de sécurité sanitaire. L'insécurité sanitaire est là aujourd'hui. Nous n'avons pas le stylo compulsif. Bravo, messieurs, on compte sur vous, on a besoin de vous, vous portez nos espoirs, ne changez rien. Vous êtes des invités permanents du vrai Ségur de la santé. Vous savez que si vous émettez l'envie ou le besoin durant le mois qu'il reste encore jusqu'à fin mars de vous exprimer sur un sujet qui pourrait vous intéresser ou sur une actualité, ou si Jérôme, tu as besoin d'une tribune pour parler du mouvement que tu mets en ville, et si Jean-François, tu veux mettre le doigt sur la double grille des péages, n'importe quoi, le combat avec le SNFAR, tu n'hésites pas, vous n'avez même pas besoin de me demander. Vous dites Arnaud, on a besoin d'un créneau, nous sommes votre canal de communication. Un de vos canaux. Tu peux faire une réunion sur les PH et l'attractivité à l'hôpital quand tu veux. On te mettra les gens autour de la table. Et là aussi, j'ai pas le monopole de la parole. Il faut partager avec les autres. Mais moi, je suis volontiers à votre disposition. Et pour répondre aussi sur les soignants, les grilles des soignants et la honte, le bol des 183 €. Certes, c'est une somme conséquente, hein, mais on n'a même pas rattrapé le niveau de l'OCDE. Et comme c'est souvent le cas à l'Eurovision, on est non pas en pole position, mais on est au fond, là, derrière. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment le fil rouge de l'action du collectif, la rémunération des paramédicaux. C'est un scandale. Excellente idée. Audrey Vaskovec, qui est la chef d'orchestre, il faut rajouter une session PH qu'on va organiser à partir d'aujourd'hui. On a un mois devant nous. On est serein. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des vôtres. Prenez soin de vous. À très vite. À très bientôt. Merci à tous. Et merci pour tout. Au revoir. Merci à vous.